je parle de la Kabylie parce que... Ça y est? Bon. Bon, et le deuxième livret, c'était Dars Betar, la grande maison. On m'a dit, mais pourquoi vous avez choisi Dars Betar après la colline oubliée? J'ai voulu montrer que ce soit à Tlemcen ou que ce soit en Kabylie, c'était l'Algérie et que la colonisation avait fait des ravages autant en Kabylie qu'à Tlemcen. Bon, et j'enchaîne sur le texte L'exil et la mémoire, parce que j'ai quand même fait 10 guides scolaires. L'exil et la mémoire, j'ai voulu faire connaître Taous Amrouche. Taous Amrouche et la famille Amrouche travaillé sur ces œuvres-là, qui méritaient d'être connues. C'est plus qu'une exhumation, hein. C'est une résurrection. On l'a écartée parce qu'elle était chrétienne. Alors où est notre tolérance? Ça aussi c'est important. Et puis, elle est un produit de l'histoire. Comme moi, je suis un produit de l'histoire, puisque je vous parle en français, mais heureusement, j'ai un socle qui me permet d'avancer normalement. L'exil et la mémoire, c'est une œuvre vraiment très, enfin, les œuvres de Taous Amrouche sont très importantes. J'ai eu le plaisir, cette œuvre-là va être traduite en langue amazigh. C'était pour parler un peu de la traduction. La personne qui me traduit appartient à la même ère culturelle que moi. Elle connaît nos codes, elle connaît nos tabous. Donc, ça ne pose pas de problème dans la traduction. J'ai eu contact avec le traducteur, il m'a dit, c'est vrai, tu parles en français, mais ton œuvre révèle ton âme algérienne. C'était un beau compliment. Salut. Bonjour. Donc, apparemment, on va changer un peu notre stratégie, puisque le temps est obligé, non pas de la raccourcir, parce que c'est possible, mais de vous tracer, enfin de vous dire l'arborescence qui m'a poussé à aller vers cette thématique. Et puis en plus, bon, si certaines personnes veulent avoir le texte, je pense que c'est possible, si ça intéresse, bien sûr. Donc, la littérature au cœur des langues. Au cœur des langues. Pour moi, bon, pour mon travail, j'ai rajouté dans un monde de plus en plus ouvert. Donc, en parlant de mondialisation, pour l'Algérie, je me suis projeté vers le futur. C'est une évidence parce que bon, nous avons quand même pas mal de retard dans ce domaine. Et bon, pour nous, le futur se construit aujourd'hui. Parce qu'il est évident qu'avec le temps, nous serons confrontés à beaucoup de problématiques si nous voulons être dans l'universalité et affronter aussi le monde qui s'ouvre de plus en plus à nous. Donc, la première partie traite de ce volet-là. La deuxième partie, qui, elle, parle des nouvelles technologies qui, elles, seront carrément associées à toute notre vie, et la littérature n'y échappe pas. Donc, je voulais, dans mon intervention, mettre la différence entre la littérature numérique et la littérature numérisée. C'est deux concepts tout à fait différents. Le numérique, c'est bon, tout simplement une machine, enfin un logiciel qui est capable, déjà ça commence à être fait, à faire du texte. Ça me reporte un peu en arrière. En 1953, Albert Ducroc, un des pères de la cybernétique, avait inventé un robot poète, une machine capable de concevoir de la poésie. Donc ça c'est pour l'anecdote. Boris Vian avait rétorqué par une lettre titrée « Un robot poète ne nous fait pas peur ». Moi j'avais mis quel courage, quel choc, parce que à partir de cette date, l'humanité était rentrée sans le savoir dans l'ère du numérique. Maintenant, le numérique y est. Mais il y a un danger entre le numérique et la littérature numérisée. La littérature numérisée, c'est tout simplement une œuvre qu'on transpose dans un support numérique. Et la littérature numérique, c'est autre chose.
Les dangers que ça peut avoir, c'est qu'à partir d'une machine, tout le monde sera d'accord que bon, le texte va perdre de sa substance. J'ouvre une petite parenthèse. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec Armand, et je lui avais raconté une anecdote que j'ai vécue sur Internet. Il y avait un site qui proposait aux apprentis écrivains d'insérer dans leur logiciel un synopsis plus des mots-clés, et bon, le logiciel allait donner... Bon, ça, c'était un peu pour les dangers à concevoir. Et bien sûr, j'allais terminer par la traduction, et je pense que j'aurai assez de temps pour vous la dire, parce que là, dans ces cas-là... la littérature, pour moi, est une main tendue vers l'autre. Il est donc de notre devoir de construire des passerelles à notre littérature afin de lui permettre de franchir les frontières, tendre la main à l'autre. Dans son ensemble, la littérature a cette faculté de réunir des hommes et des femmes de toute culture, de toute religion et de tout pays afin de leur faire partager un temps durant les mêmes rêves, les mêmes émotions, pour aboutir, pourquoi pas, aux mêmes réflexions. La traduction littéraire aide à la construction d'une vision mondialiste, dans le sens où le voyage se fait à travers des lectures venant d'horizons divers. Elle permet de mieux connaître l'autre et nous rapproche les uns des autres. Ce n'est pas un mystère. Plus une nation possède de langues, plus elle produira de la littérature. Cet axiome est certes d'une logique déconcertante, mais est-ce le cas chez nous, ici en Algérie? Nous vivons dans un pays... elles ne sont pas suffisamment exploitées dans la traduction systématique des ouvrages littéraires. Nous pouvons multiplier par 3, voire plus, l'impact d'une œuvre écrite, lui faire traverser les frontières pour la mener à la rencontre d'autres expressions différentes et le recevoir en retour. Une manière, et pas des moindres, d'embrasser l'universalité avec la folle ambition d'apaiser un monde nouveau qui se construit dans la douleur des guerres et des conflits. La littérature, pour moi, c'est comme la musique, elle adoucit les cœurs et ouvre les esprits. Oui. Il reste... Je vous en prie, s'il vous plaît. D'accord. Bon, je vais sauter quelques trucs. Pour toutes ces valeurs universelles, je saisis cette occasion pour remercier les organisateurs de ce forum, et particulièrement Madame Nadia Spré, en espérant que cette fois-ci, à la fin de ces 3 jours, nous n'abandonnerons pas derrière nous des lettres mortes. D'autres initiatives par le passé ont été vaines. En 2009, le Centre PEN Algérie avait initié en collaboration avec PEN International la première rencontre internationale d'Alger sur la traduction littéraire organisée par le ministère de la Culture. Pour la majorité d'entre nous, cet événement a laissé un goût amer, inachevé. Toutefois, il existe et il existera toujours des personnes qui s'affairent et s'empresseront des ouvrages produits ici, chez nous, en Algérie. Nous en avons la preuve aujourd'hui. Et quand bien même cette tâche paraît ardue, et le terrain encore en friche, le terreau, lui, reste arable, ce qui est quand même rassurant. Donc, car, au-delà de la satisfaction thérapeutique que procure son partage, la traduction des œuvres littéraires algériennes demeure une nécessité si nous devons être audibles dans un monde de plus en plus ouvert. Merci. Bon, moi je serai très bref parce que je souscris pleinement à ce qu'a dit Mme Andris et M. Mathilde. Je me suis trouvé, je vous dis, je crois de plus en plus à tout ce qui est passerelle, pont, entre les personnes, entre les cultures, entre les langues. Vous avez parlé tout à l'heure de la littérature, communication et identification. Si vous voulez, les bons écrivains, c'est ceux qui s'identifient particulièrement à leur milieu, oui. Mais après, je me place quitter
différente d'une autre, d'aller à la rencontre. Ces deux identifications vont à la rencontre les unes des autres. Et je voulais saluer le travail de Madame Amhis, parce qu'elle n'est pas seulement occupée des écrivains, oui, une sorte de démultiplication, elle ne s'est pas occupée uniquement des écrivains de langue française, mais elle a fait un ouvrage aussi, Benjedouga, La vérité, le rêve et l'espérance, qui permet aux élèves d'aborder les auteurs avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus d'ouverture. Donc je salue son travail. Vous voyez, en face d'un écrivain qui s'identifie à son pays, à sa culture, dans la préface de la première version de la première édition du Vent du Sud, Abdallah Mazouni saluait Rih el-Jaloub comme un roman 100% algérien, oui. Et en même temps appelé à traduire la culture universelle. Bon, mais je n'en dirai pas plus. Je répondrai à des questions si les gens m'en ont posé, et je leur cède la parole. Bon, ben voilà, il reste à prendre la suite. Donc, journaliste et journaliste de terrain. Les langues, je vais être un peu prétentieux et je vais dire que j'écris dans deux langues, l'arabe et le français. J'ai commencé ma carrière de journaliste en langue française. J'ai par la suite entamé une autre carrière en langue arabe. Je retourne à la langue française et actuellement je suis directeur d'un journal en langue arabe. J'écris des pièces de théâtre en arabe parlé et en arabe classique. J'ai 13 pièces de théâtre en arabe parlé et 2 pièces de théâtre en arabe classique. J'ai écrit le roman, j'ai une dizaine de romans en langue française. Donc, moi, quand on me parle de langue, je ne sais pas très bien ce que cela veut dire. Je suis aussi bien à l'aise en arabe qu'en langue française. Et croyez-moi, je ne me pose pas beaucoup de questions. Mon premier livre est un essai. C'est un essai sur le théâtre algérien. Je l'ai fait à la demande de certains amis, mais je l'ai fait parce que je m'étais dit qu'il n'y avait pas assez de documents sur le théâtre algérien. C'était mes seules préoccupations. Et je m'étais dit, si ça pourrait intéresser certains, tant mieux. Sinon, si ça n'intéresse personne, ça m'aurait intéressé à moi. C'est très égoïste de ma part, je le sais. Pour le théâtre, ma passion première a été le théâtre. Moi, j'ai été comédien amateur, j'ai été comédien professionnel au théâtre régional d'Oran. Donc, à un certain temps, c'est presque naturel, je commençais à me mettre à l'écriture théâtrale. Toutes mes pièces de théâtre ont été montées par les théâtres régionaux et nationaux algériens, à Oran. Parce que Tizi Ouzou, une pièce de théâtre en arabe, montée par un metteur en scène qui ne maîtrise nullement le tamazight, jouée par des comédiennes qui ne sont jamais sorties de Tizi Ouzou et qui ne parlaient pas toutes l'arabe. Et ça a très très bien marché. Pour les pièces de théâtre, pour les romans, le besoin lui aussi est venu presque naturellement. Moi, je suis normalien à l'origine. J'ai fait l'école normale d'instituteur. Je suis la dernière promotion d'instituteur. Je suis sorti en 71.
1971 de l'université de l'école normale d'instituteurs d'Oran. Donc je suis là. J'ai aimé la langue arabe à l'école normale d'instituteurs avant de faire l'université. J'ai fait très jeune la langue française. Mais les deux langues ne posent pas deux problèmes. Donc, on parlait tout à l'heure de langue. Moi, je ne me préoccupe pas de concept, de lecture. Ça ne me perturbe pas. Et ça ne me, excusez-moi pour les académiciens, ça ne me parle pas toujours, non plus. Ça ne me parle pas parce que il se trouve que mon métier, mon gagne-pain, c'est journaliste. Journaliste, c'est rapporter des faits. Je les ai faits, ces faits-là, enfin ce travail-là, je l'ai fait. L'arabia, j'ai travaillé 13 ans en langue arabe. J'ai travaillé 10 ans, j'ai été à l'Ouatan une bonne quinzaine d'années. Et actuellement, sauf que merci beaucoup. Alors avant de vous laisser la parole, hein, est-ce que dans la salle, la parole est dans la salle maintenant, est-ce que vous avez des questions à poser, des éclaircissements? Pardon? Je vais tricher, j'ai une question à la dame en fait. Je peux la poser? Parce que c'est vous, hein, parce que normalement on ne triche pas comme ça. En fait, vous avez dit que vous avez des élèves qui vous ont dit vous nous avez donné le goût de la lecture. Et moi j'aimerais savoir quel est votre secret en fait, comment vous avez fait. La passion. La passion. Communiquer la passion. Et puis avoir un bagage culturel de façon à donner quelque chose. Ceux qui n'ont rien donné ne peuvent rien apporter. Excellente réponse, merci. Si vous permettez, avant de passer la l'Algérie, j'étais donc élève au lycée de Mostaganem. Et quelle est la professeure de français qui m'a complètement captivé, qui m'a fait découvrir Molière, grâce à qui, pour une grande part, j'ai fait du théâtre ensuite, c'était Mademoiselle Boulas, jeune professeure algérienne, mais qui avait une passion extraordinaire. Et elle nous a pris. Et pourtant, des bêtises, on en faisait à longueur de journée, mais avec elle, non, parce qu'il y avait cette passion-là. Moi, j'aimerais tout simplement rappeler aux gens ce qui se passe à l'école. La langue française est considérée officiellement comme langue étrangère. On apprend le système, on apprend la langue. Monsieur, tout à l'heure, vous avez dit la littérature est une langue, c'est un langage. Et donc, la langue est un système qu'on apprend d'une façon vraiment sans sensibilité. Donc, les supports, le choix de la littérature, l'introduction de la littérature pour apprendre la langue française, c'est vraiment du terre à terre. On va jusqu'à apprendre à partir de la phrase, c'est même plus le texte. Par contre, apprendre la sensibilité littéraire, apprendre à aimer la littérature, c'est le travail du professeur d'arabe, du professeur de langue arabe. Eux, au contraire, ils copient ce qui se fait en langue française. Et on a perdu l'un et l'autre. On ne fait pas d'histoire littéraire, on ne fait pas aimer les beaux textes littéraires arabes, et on ne fait pas le transfert d'une langue à l'autre. La langue française est considérée à l'école comme langue étrangère, et on s'en fout de la littérature. On ne laisse pas pratiquement les gens travailler sur les textes littéraires. Ça, c'est une réalité à l'école. Alors maintenant, si on veut vraiment que les gens soient sensibles à la littérature dans les deux langues, il faut vraiment batailler pour que, justement, les textes en langue française et en langue arabe soient pris en charge comme des supports pour apprendre l'esthétique. Je pense qu'il faut introduire donc une autre dimension, c'est-à-dire apprendre la littérature. Au-delà de la langue, en français, il n'y a pas d'apprentissage de la littérature, sauf à l'université. On arrive à l'université, on choisit donc de faire, donc il y a des choix pour l'avenir, et ils vont apprendre la littérature en langue française. Ils n'ont pas lu les classiques, ils n'ont pas lu les premiers écrivains algériens, ils n'ont pas lu un roman. Et ils se mettent à apprendre la littérature
française. Et ils font des magistères à partir de rien. C'est vraiment grave. Il faut reconsidérer la question. Si vraiment on veut apprendre, connaître la littérature et être sensible à la littérature en Algérie, il faut reconsidérer la question. Voilà. Moi, si on n'a pas lu Les Trois Mousquetaires, si on n'a pas lu Le Comte de Monte Cristo, si on n'a pas lu Les Misérables, je regrette. C'est un manque pour faire rêver. Merci. Oui. Une seconde. Ah, 2 secondes. Madame, quand j'ai dit que la littérature est une langue, je savais ce que je voulais dire. Le langage communément est attribué soit aux reines animales, soit aux oiseaux, mais la littérature est une langue de statut universel, au même titre que la musique, au même titre que le cinéma, beaucoup plus tard. On ne parle pas de langage cinématographique, mais de langue cinématographique. Ceci dit, je relève que vous avez effectivement mis le doigt sur un des points sensibles de la pédagogie dans l'école algérienne d'aujourd'hui. C'est vrai que les classiques ne sont pas enseignés. On va un peu vers l'inconnu et vers le recours aux solutions faciles. Vous voyez ce que le plagiat fait comme ravage, aussi bien dans l'université que dans l'école. Alors je rappelle à M. Vial, et je me demande comment on ne s'est pas rencontré dans ce Constantine des années 60, parce que moi-même j'étais non, des années 50, c'est-à-dire pendant la guerre de libération nationale, j'étais élève au lycée d'Aumale de Constantine, moi-même je suis natif de Constantine. Attendez, j'y viens, l'espagnol, l'allemand. Et le support pédagogique qui était utilisé pour l'enseignement de la langue arabe, c'était la méthode Soaleh. Et en quoi consistait la méthode Soaleh? La méthode Soaleh utilisait la grammaire latine et enseignait l'arabe par le français. Et le terme et la traduction? Le terme et la traduction, la version est un peu exactement calquée sur les procédés et moi-même de M. Hamouche, qui était notre professeur d'arabe, et qui nous disait, oui, mais je n'en peux, c'est à mon corps défendant que je suis obligé de vous faire apprendre l'arabe par le français. Et là, peut-être c'est un déshéritage, et c'est un des phénomènes qui a déstructuré la pensée de l'élève algérien. Parce qu'il faut imaginer que, par exemple, lorsque vous venez d'une famille arabophone ou berbérophone, et que du jour au lendemain, vous allez étudier Victor Hugo, vous allez étudier Flaubert, vous allez étudier Lamartine, vous allez réciter, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est affolant, mais je voudrais souligner que le petit élève algérien de 6 ans qui entre dans l'école indigène, il a fait des prouesses extraordinaires. Et ça, c'est un des points qui a été très rarement évoqué. C'est une forme d'engagement, de militantisme extraordinaire, parce qu'à l'époque, le PPA-LTLD a encouragé les familles à inscrire dans les médersa Bilal, par exemple, le franco-musulman à Constantine. C'était la bonne formule. Mais bien sûr, et qui aurait dû être reconduite après l'indépendance, comme l'ont fait les Marocains et les Tunisiens, mais qu'on n'a pas fait pour des tas de raisons idéologiques. Et je profite là pour ouvrir et fermer tout de suite une parenthèse, pour rendre hommage à Mme Ahlis Johar, qui a fait un travail extraordinaire de remettre au jour un patrimoine extraordinaire qui est le patrimoine berbérophone et qui effectivement renvoie aux traditions les plus fondamentales de la société algérienne, ce village clos avec ses codes, et qui était peut-être une des formes de résistance et de survie à la colonisation. Merci. Madame, nous avons besoin d'avoir des écrivains algériens. Madame, je ne suis pas d'accord avec vous. La français, des écrivains français, madame. Le concept de la culture, c'est un concept qui transcende la nation, madame.
c'est pas parce qu'il est français, ما نقراوهش ولا il est français نقراوه. C'est une question. أنا بالنسبة لي je reste convaincu باللي la littérature française, c'est-à-dire avec l'existentialisme des courants, les riches en courant, et les riches en courant, je suis convaincu qu'elle a quelque chose à apporter les Algériens, les générations algériennes. Donc je ne suis pas très d'accord avec nous avons besoin que d'auteurs algériens, non, nous avons besoin de garnisons. On a dit qu'il faut commencer par étudier les auteurs algériens d'abord, les connaître, avant de s'ouvrir sur les autres Ça ne littératures. s'oppose pas, monsieur. Vous ne pouvez aller à l'universel. Si vous partez d'abord de votre culture. De ma culture. Absolument. Et même ma culture, c'est Albert Camus. Bon, vous êtes un produit d'histoire, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais il ne faut pas faire comme ça des cloisonnements. Que disait un grand psychiatre, Daniel Siboni, il nous faut toujours une origine d'où il faut partir. Mais on est obligé de la quitter. Donc vous êtes obligé de trouver d'autres repères pour avancer. C'est pas nécessairement l'Algérie, c'est pas nécessairement les auteurs algériens. Vous vous désenracinez comme ça. Mais si, attention, il y a tout, non, c'est parce qu'il y a tout un projet, toute une jeunesse qui a été victime, je regrette de le dire, de ce désenracinement. On a fabriqué des gens comme s'ils n'avaient pas de pays, et que puis tout d'un coup on vous dit, moi je suis universel. Mais on ne peut pas aller à l'universel à partir de rien. Mais vous avez un héritage, que vous le vouliez ou non. Vous avez l'héritage de vos parents. Madame, quand on est romantique, c'est pas qu'on est algérien ou la français, c'est international. Excusez-moi, on va être obligé d'arrêter. Vous voyez pas, une dernière question, et puis après on laisse la place. De poser des questions et que nous y répondions très rapidement, parce que je voudrais quand même que nos petits amis, quand je dis petits, c'est affectueux, amis étudiants qui sont là, puissent avoir le temps de s'exprimer. Merci. Allez-y. Jeune ami, que l'universalité n'est pas comme ça, elle ne survient pas comme ça comme un phénomène de génération spontanée. C'est la rencontre de plusieurs spécificités. Et la nôtre propre doit être une pierre qui doit faire partie de l'édifice commun de l'humanité. Quant à la langue française, ce problème il a été créé artificiellement par certains dans un but précis de semer le désordre. On va pas revenir dessus. Monsieur Marcel Bois a parlé de Abdallah Mazouni, Nadjoha a parlé de Mouloud Mahabri. Eh bien, il faut revenir à un entretien qu'ils ont eu en 1966 sur le problème de la langue. Et Mouloud Mahabri a dit ceci en réponse à une question de M. Mazouni, il a dit « Le français nous traduit plus qu'il nous trahit ». Pour rendre un hommage particulier à M. Marcel Bois, on est en plein dedans, justement, de cette fameuse question de trahison ou d'interprétation. Et puisque vous ne parlez pas de vous, M. Marcel Bois, vous êtes tellement humble, tellement modeste, je vais essayer de lire très rapidement quelques extraits que vous avez accordés à la presse nationale il y a quelques temps. Sur la question d'abord de la littérature, de l'esthétique et de la beauté, j'aimerais lire simplement ce que M. Dib avait déjà écrit en 2000, lorsqu'il dit que les traductions de Marcel Bois, en fait des romans de Ben Haddouga, sont exceptionnelles et le phénomène est rare. Je crois pouvoir l'affirmer. Il ajoute que dans ce domaine, la réussite de Marcel Bois est éclatante. Il vous livre de véritables récréations des œuvres qu'il traduit. Je suis heureux de vous tirer symboliquement le chapeau, écrit-il. Ensuite, ce n'est pas terminé,
puisqu'il ne parle pas de lui, je parle de ce que vous avez dit. Au sujet seulement de cette question de traduire, c'est trahir. Vous répondez tout simplement, il est sûr qu'on n'arrive pas à rendre toutes les nuances, toutes les richesses du texte original. À la question de savoir si la traduction est une passerelle entre les cultures, et là c'était le débat aujourd'hui, tout à l'heure, vous répondez assurément, chaque pays a ses cultures. Chaque traducteur en est pétri par son éducation, ses relations, son lieu de naissance. Mais chacun a sa vision du monde. On est tous enfermés dans les limites de temps. Ces limites nous donnent une vision particulière de l'homme. Ou bien on s'enferme dans ces limites, ou bien on en sort pour aller partager avec les autres. C'est ce partage qui permet d'avancer. Et vous ajoutez, il faudra absolument que je retrouve cette phrase dans laquelle vous dites c'est suffisant. Bon, en tout état de cause, merci M. Marcel-Bois pour ce que vous faites, pour faire connaître l'œuvre algérienne, des Algériens. Merci. À tous ceux que j'ai rencontrés, collègues, élèves, anciens élèves, écrivains, journalistes, durant les 55 années que j'ai passées et que je continue à passer en Algérie. Parce que la dernière question, il a de la chance. Là, c'est... Hein? Moi, c'est un Constantinois. Justement, je voulais bien finir. On a parlé tout à l'heure de trahison, enfin, à l'instant de trahison. Je voudrais revenir sur langue et littérature. Vous avez cité tout à l'heure auteur d'Ulysse, j'ai oublié son nom, Joyce. Voilà. Il a une citation que je crois qui est très significative et qui pourrait vraiment inciter d'autres discussions et d'autres dialogues. Il dit que je suis au bout de la langue, aux limites de la langue, lorsqu'il a fini bien sûr son Ulysse. Et pour le mettre en dialogue avec un philosophe, Deleuze, il dit que chaque écrivain, un écrivain est d'abord un traître à la langue. Qu'est-ce que vous pensez? Déjà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et je vais me faire, pour faire une petite remarque, faire un peu l'avocat de cette jeunesse, justement. Quand on dit qu'elle ne lit pas, c'est vrai qu'elle n'est pas assez cultivée, que cela ne s'intéresse pas à la connaissance, c'est vrai. Mais je crois qu'il faudra reconsidérer les choses autrement. Parce que c'est pas la majorité de l'ancienne génération, est en quelque sorte un alphabet sur le plan de la cybernétique, d'informatique. Et il y a une autre forme de lecture, qui est la lecture au sens cybernétique, ou au sens informatique. L'image est une forme aussi de lecture. Pour reprendre la photographie, l'image, c'est aussi une forme de lecture. Ça ne veut pas dire qu'ils ne disent pas, mais il y a un autre monde qui advient. Et je crois qu'il faudrait s'attarder un peu sur les jugements de valeur et donner, disons, un hymne d'espoir. Voilà, pour finir. Merci. Et tu nous as donné le sujet d'un prochain atelier. Merci. Eh bien, écoutez, si vous le voulez bien, on va laisser la place. Hein? Donc voilà, je laisse